Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le président Mario Stasi, madame la présidente Fabienne Agnel et monsieur le président Rodolphe Kahn. Donc, en tant que conseillère régionale, déléguée à la culture, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre hémicycle à la région Grand Est. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi. Un plaisir parce que vous êtes ici chez vous et réciproquement, je me sens chez moi avec vous. C'est également un honneur parce que les valeurs que vous portez, les combats que vous menez, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le combat contre le négationnisme, sont nos valeurs et nos combats. Et nous savons que le président Jean Rottner, ainsi que ses prédécesseurs au Conseil régional, ont toujours eu à cœur de garantir et de défendre ces valeurs fondamentales dans notre région. La LICRA, de par sa longue histoire, de par sa création à la fin des années 20 sous le nom de l'ICA, Ligue contre l'antisémitisme, qui avait pour objectif la lutte contre l'antisémitisme et les pogroms en Russie, a une légitimité dans notre pays et au-delà. Votre association, qui fut précurseur de toutes les autres associations antiracistes, a su s'adapter à chaque moment de l'histoire, ne lâchant jamais sa vigilance quant aux expressions et actes racistes et antisémites, parce que l'intolérance, la haine de l'autre, pour ce qu'il est, peut prendre des habits différents, des expressions nouvelles, parfois inattendues, comme nous pouvons le voir à notre époque. Et je sais que vous y êtes très attentifs. En 1928, les statuts de la LICA précisent que la Ligue s'adresse à tous les hommes de bonne volonté, épris de justice et soucieux de défendre la dignité de l'homme, que chacun peut y adhérer et y militer, qu'il n'existe en son sein aucune discrimination de caractère politique, religieux, ethnique ou philosophique. Pour la Ligue, et je cite encore, « Tout être humain sans restriction d'aucune sorte peut prétendre à une égalité des chances selon ses mérites et ses capacités humaines, intellectuelles, professionnelles et morales, au respect de son identité et de sa personnalité. » La couleur de peau, l'origine ethnique ou nationale, la pratique d'une religion différente ne peut ni ne doit être un handicap ou un motif de discrimination de quelle sorte que ce soit. Ces principes n'ont pris aucune ride. Ce qui valait en 1928 le vaut tout autant aujourd'hui, et c'est ce qui fait l'universalité de la LICRA. C'est ce qui fait que nous, la région Grand Est, en tant que collectivité publique, nous travaillons à vos côtés depuis de nombreuses années, en particulier lors de notre action, pour notre action, le mois de l'autre, à travers l'organisation d'échanges et de débats dans des lycées et des centres de formation et d'apprentissage. Aujourd'hui, les sections du Bas-Rhin et de Mulhouse fêtent leurs 50 ans, donc bon anniversaire aux sections. Le thème choisi, l'exil et l'hospitalité, est une question d'une brûlante actualité, et je ne doute pas que votre expérience, que la connaissance de la LICRA sur ces sujets, votre savoir-faire, votre savoir réfléchir, seront utiles et nourriront la réflexion nécessaire pour trouver une solution dans l'intérêt de tous et de toutes. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Madame la conseillère déléguée à la culture, chère Gabrielle, merci beaucoup pour ton intervention et je sais à quel point tu soutiens nos actions. Étant déléguée à la culture, je pense qu'on aura l'occasion de parler de nombreux de nos projets. La culture est occulte. Et occulte, d'accord. Donc on aura vraiment l'occasion de parler de tout ça. Et je tiens à remercier donc toutes les personnes présentes et bien sûr infiniment Monsieur le Président Jean Rottner qui nous a permis à Rodolphe et à moi-même d'avoir cet hémicycle et le grand hall pour les expositions. Et puis aussi, je remercie par sa présence Madame Marie-Dominique Dressé, donc, qui est adjointe à la ville de Strasbourg et vice-présidente à l'Eurométropole. Et merci de votre présence. Donc, je ne vais pas être plus longue. Je pense que voilà, notre timing est très, très serré. Et nous allons donc commencer par accueillir Emmanuel de Bonneau. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de l'accueil. Alors on a déjà un peu de retard et un programme extrêmement chargé. J'ai un propos de 15 minutes et je vais entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on a préparé en fait cette journée, j'ai proposé en fait une petite introduction
historique sur le thème d'aujourd'hui, mais en fait pas général. C'est-à-dire vraiment revenir, enfin croiser à la fois la LICRA, son histoire, hein, et puis ce thème. Donc je ne vais pas faire un petit exposé sur le droit d'asile ou sur la question des réfugiés ou de l'immigration au cours du XXe siècle et de l'implication de la LICRA, mais vraiment, je vais repartir un petit peu aux fondamentaux de la LICRA, qui est une association déjà ancienne et qui, sur ce terrain-là, a une forme de légitimité historique, même si au cours des dernières années, la question des réfugiés s'est quelque peu, peut-être un peu effacée dans ses préoccupations, enfin pas forcément dans ses préoccupations, mais en tout cas dans son action. Et c'est effectivement à la faveur de la crise ukrainienne particulièrement que la LICRA est remontée un petit peu au créneau sur ces questions, et je crois qu'il faut s'en féliciter, s'en réjouir. Alors, quelques mots. Je suis donc historien, je m'occupe aussi du droit de vivre, le DDV, qui est donc la revue de la LICRA, que vous trouverez à la sortie, et je suis très attaché donc à l'histoire et à l'idée en fait d'insister sur l'histoire et la mémoire. C'est-à-dire que on est à une époque où, je dirais on est pris entre deux feux, celui à la fois de l'immédiateté de l'émotion qui caractérise souvent aussi nos pratiques en termes de communication, enfin les réseaux sociaux, etc. Bon, vous voyez tous de quoi je veux parler. Et puis de l'importance quand même de refroidir certaines questions, et notamment l'histoire nous y aide. Et pour revenir à une actualité récente, et je pense qu'on fera souvent allusion à cet incident qui a une certaine importance, qui s'est déroulé dans l'hémicycle il y a 2 jours. On voit comme à la fois on est sommé de réagir rapidement, et on voit comme également les insultes qui ont été, les propos qui ont été tenus par un député dans un haut lieu de démocratie ont un écho particulier, parce que le racisme, l'antisémitisme, les discriminations ont une histoire et qu'il y a une résonance particulière. Lorsqu'on invite quelqu'un ou lorsqu'on parle de certaines personnes qui doivent retourner dans leur pays, on est vraiment dans un narratif qui est assez ancien et donc il y a une histoire. Et donc la LICRA a une histoire. On parle aussi, on fête aussi les 50 ans de la section de Strasbourg et de Mulhouse, de la fédération du Bas-Rhin. Je voudrais juste élargir finalement l'histoire de la LICRA elle-même, puisque la LICRA est également une association, il faut le rappeler, qui a 95 ans, et dont finalement, s'il y a là une date anniversaire, c'est précisément l'acquittement de Samuel Schwarzbard, vous savez, cet anarchiste d'origine ukrainienne naturalisé français qui, à Paris, en mai 1926, a assassiné Simon Petliura, héros de l'indépendance ukrainienne, nationaliste, accusé d'avoir commis, sinon couvert, des pogroms pendant la guerre civile entre 1918 et 1921, la guerre civile contre les bolcheviks, et qui s'était réfugié à Paris. Samuel Schwarzbard le reconnaît, décide de venger les siens, l'assassine, procès, l'histoire est assez connue, il est acquitté au cri de Vive la République, et boum, la LICRA, si j'ose dire, ou la LICA, ou plutôt la Ligue internationale contre les pogroms, comme vous l'avez rappelé, est fondée. Alors je voudrais partir de là, et puis d'ailleurs dire au passage que l'ambassade russe en France a rendu hommage à sa façon, non pas à la LICRA, mais en tout cas à Schwarzbard, ce qui permettait de taper sur Petliura, héros de l'indépendance, et rappeler que le héros de l'indépendance ukrainienne est antisémite, était une de ses personnalités antisémites, et donc l'a rappelé dans un tweet il y a quelques jours. Voilà, alors juste quelques mots sur le sujet, et donc comme je vous l'ai dit, l'antériorité de la LICRA en matière d'accueil des réfugiés. Lorsque la Ligue internationale contre les pogroms est créée en 1927, elle a dans ses statuts l'objectif suivant que je vous lis, qui est de lutter par tous les moyens en son pouvoir contre les pogroms anti-juifs qui déshonorent l'humanité. Je trouve que cette formule est assez significative, en tout cas, moi je trouve assez admirable, parce que c'est quelque chose de très important, en fait. On est vraiment dans l'idée que lorsqu'on vise des personnes, à raison de leur appartenance, de leurs origines, leur religion, etc., on déshonore l'humanité. Il y aura par la suite cette expression prise par Bernard Lecache, fondateur de la LICA, journaliste né en France en 1895, 2 parents qui étaient des Ukrainiens, qui avaient fui les pogroms et qui étaient originaires d'Odessa. Il y aura toujours ce souci de parler de l'humanité d'une manière globale et de ne pas l'amputer, de refuser l'amputation ou l'auto-amputation lorsqu'il parlera des nazis dans leur action à l'égard des juifs. Cette mission de lutter contre les
pogrom et finalement de réparer ce qu'on peut réparer. Et donc l'accueil des réfugiés est précisément une de ces missions, va être reprise par la LICA. La LICA, c'est donc la Ligue internationale contre l'antisémitisme qui succède. En fait, on n'y voit que du feu, mais la LICA vraiment naît véritablement au début de l'année 1929. Avant, on ne parle pas de la LICA, on parle de la Ligue contre les pogroms. Et donc, cette LICA conserve cette mention dans ses statuts. Et très rapidement, la LICA crée une commission du droit d'asile à l'été 1929, dont l'objectif est précisément d'accueillir ces malheureux, ces fugitifs, comme Bernard Lecache et d'autres le disaient alors, et c'était pas péjoratif, c'était effectivement le statut de ces personnes plutôt la réalité de ces personnes qui fuyaient les pogroms, qui fuyaient la discrimination, le numerus clausus qui était en vigueur dans ces pays d'Europe centrale orientale, principalement la Roumanie et la Pologne, qui avaient une tradition anti-judaïque ou judéophobe, quel que soit le mot qu'on utilise, assez ancienne. Et donc la LICA ouvre à ce moment-là une permanence et accueille tous les lundis, c'était pas la rue de Paradis à cette époque-là, c'était encore moins la rue du Louvre, mais accueille une trentaine, une quarantaine de personnes par semaine pour les aider en fait à la fois, d'abord pour leur donner quelques orientations, pour recueillir leurs témoignages, l'enregistrer, créer des dossiers, transmettre les dossiers afin de régulariser la situation, d'aider à la régularisation de la situation de ces individus. Alors je vais vous, pour illustrer, donner quelques exemples de témoignages recueillis à cette époque-là par les services, par ces volontaires de la LICA. Ce sont des témoignages qui sont inscrits dans le bulletin de la LICA, qui était en fait ce qui a précédé en fait le droit de vivre, créé en 1932. Et j'en profite pour dire qu'effectivement, ça fait 90 ans cette année que le droit de vivre existe, donc c'est pas courant qu'on ait dans le paysage de la presse des journaux, des publications aussi anciennes. Donc, un Polonais. Je suis un neimatlos, donc un apatride, que la France ne veut pas reconnaître comme tel. Ayant quitté mon pays tout jeune, après avoir vécu un peu partout, la Pologne ne veut plus me reconnaître comme ressortissant, à moins que je ne me présente aux autorités militaires pour y faire mon service. Alors il parle évidemment du service en Pologne. Vous savez, l'armée polonaise n'était pas réputée pour son philosémitisme. Et se retrouver à l'armée, ça signifiait beaucoup de désagréments pour rester modéré dans l'expression. Alors, autre exemple de témoignage, également un Polonais. Lorsqu'à la suite de plusieurs pogroms, nous avons un jour répondu aux coups par des coups, je fus inculpé d'avoir préparé la défense de ma famille. On n'a aucune considération pour nos malheurs. Un tel pays, la Pologne, est la honte du monde et j'ai décidé de m'enfuir avant d'être jugé pour m'être permis de me défendre. Et tout naturellement, je viens en France, où j'ai beaucoup d'amis et où je ne demande qu'à bien me tenir. Je serais donc heureux de pouvoir obtenir l'autorisation de résidence. Alors c'est des témoignages qui sont à la fois émouvants et intéressants, parce qu'on voit évidemment la plume, et l'aide des services administratifs de la LICA. Et je vous en lis un dernier. Victime du numerus clausus, qui masque au monde l'ignoble antisémitisme, nous avons été forcés de fuir notre pays de naissance. Nous ne voulons pas perdre le fruit de nos premières années dû au labeur. Nous avons donc décidé de venir finir nos études à Paris. Le délai expiré, nous avons obtenu une prolongation à plusieurs reprises, mais comme des suspects, nous sommes obligés tous les mois de nous présenter à la préfecture de police et pourtant, nous avons suffisamment de pièces justifiant nos travaux d'études. Nous voudrions bien ne plus vivre sous la surveillance policière puisque nous n'avons commis aucun délit. Évidemment, ce sont des paroles qui font écho, qui résonnent finalement de tout temps, le réfugié étant à la fois effectivement sous la surveillance policière et puis est toujours un peu un suspect. En 1932, le droit de vivre crée une rubrique qui s'appelle, je crois, le coin du droit d'asile, dans lequel sont abordées des questions juridiques, des revendications et où on rencontre du travail de l'association en la matière. Et l'une des principales réclamations à cette époque-là, c'est c'est une revendication qui s'adresse en fait à la SDN, la Société des Nations, et qui consiste à demander en fait au service, le Haut Commissariat des réfugiés, de créer un passeport Nansen pour les réfugiés. Pour les réfugiés juifs, en fait, pour ces personnes qui sont obligées effectivement de traverser l'Europe pour aller se réfugier. Et la France a effectivement un certain pays des Lumières, un attrait. Nansen, Fridtjof Nansen, c'était le haut commissaire pour les réfugiés qui avait en fait créé en juillet 1922
un document, un certificat d'identité qui était pour les Russes blancs, donc qui fuyaient la révolution bolchevique. Et donc l'idée est de le généraliser à tous les réfugiés, donc aux personnes qui ont été largement déplacées par les effets de la Première Guerre mondiale. Et beaucoup, évidemment, sont juifs. La LICA n'est pas seule dans son action. En 1932, on recense 136 sociétés de secours mutuels juives qui sont inscrites à la préfecture de police, donc là je parle de Paris. Mais si on en croit le président de l'époque, Marcel Feder, seule la LICA prend vraiment en charge les proscrits et les sans-papiers. Ceux-là vivent sous des menaces de refoulement permanent. Enfin, ils arrivent par des filières, ils ont une espèce de contrat temporaire à peine légal, et quand le contrat expire, en fait, évidemment, ils deviennent des hors-la-loi et ils terminent très souvent à la prison de la Santé, à Saint-Lazare ou à Fresnes. 1933, l'avènement du nazisme en Allemagne. À ce moment-là, on passe à un antisémitisme d'État. Quelques chiffres pour faire la comparaison avec aujourd'hui, même si je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais je pense qu'on va en parler. À l'été 1933, ce sont 25 000 réfugiés auxquels la France donne le droit d'asile. 25 000. Je crois qu'on est très en deçà de ce qu'on accueille aujourd'hui en France. 1939, 30 000. D'après aussi des chiffres officiels. Alors, ce sont des chiffres d'une historienne américaine qui s'appelle Vicky Caron, qui avait travaillé donc sur l'accueil des réfugiés juifs dans les années 1930. 1939, 30 000, c'est une année lourde qui fait suite à la fois à l'Anschluss, à la nuit de cristal, il y a l'invasion de la Tchécoslovaquie en mars 1939. C'est pas énorme, et entre les deux, c'est plutôt un creux qu'un pic. 15 000 à 20 000 sans-papiers, probablement, donc en plus de ces 25 000. Dans tous les cas, on n'atteint pas des montagnes. Les sections locales de la LICA se mobilisent. Un exemple local, Mulhouse, à l'initiative du rabbin René Hirschler, est créé un comité d'assistance et d'accueil des réfugiés israélites d'Allemagne, dans lequel la LICRA est active. Enfin, la LICA, ça consiste à créer notamment un foyer avec des dortoirs, des chambres. Un chiffre, alors c'est très modeste, hein, mais entre mars et mai 33, on accueille 207 personnes. On les place aussi chez les agriculteurs, on essaye finalement d'insérer en fait cette population, ce surcroît de population qui principalement s'installe dans la région de l'Est de la France et puis dans la région parisienne. Très important également, le lien avec les autorités administratives, c'est aussi une caractéristique de la LICRA sur laquelle je pense qu'il faut insister. Si on cherche aujourd'hui des différences entre la LICRA et d'autres organisations antiracistes ou du pôle humanitaire, il faut insister sur le fait que la LICRA a toujours travaillé avec les autorités publiques, avec le pouvoir public. Elle a toujours considéré qu'il fallait plutôt être non pas avec, mais aux côtés, et non pas être dans une espèce d'opposition constante et frontale, parce que lorsqu'il s'agit effectivement de traiter de questions comme la loi contre le racisme, contre l'accueil des réfugiés, des questions comme l'immigration, etc., il vaut mieux travailler en fait avec les autorités et réfléchir de l'intérieur, quitte à libérer la parole lorsqu'il faut libérer la parole et dire ce qu'on a à dire, mais éviter effectivement d'être dans l'opposition. Alors, on utilise aussi les services de parlementaires, de sympathisants, mais beaucoup de parlementaires. Les grandes figures à cette époque-là qui aident la LICA, c'est Jean-Pierre Bloch, par exemple, ou Pierre Mendès France, qui sont tous les deux députés et qui relaient des dossiers. Cette tradition hospitalière que la LICA donc essaie de prolonger, et de mettre en action, se heurte évidemment à une xénophobie ambiante importante. Vous savez que les années 30 sont un peu le paradigme qu'on utilise lorsqu'on veut parler de la montée de l'antisémitisme, décomplexé, etc. C'est évidemment cette époque-là, la presse tape sur les réfugiés, en plus ils sont juifs, et en plus ils nous mettent en difficulté face à l'Allemagne. Il faudrait trouver un dialogue avec Hitler, et eux en fait sont des noyaux qui organisent finalement la subversion, etc. Bref, tous ces discours, ils sont pas que dans la presse antisémite spécialisée, mais on les lit dans la grande presse. La LICRA, du coup, la LICA est prudente, et on va trouver dans la revue et dans toutes les assemblées comme celle-ci, où on discute de la question, beaucoup d'appels à la prudence. À la fin des années 1930, on a un communiqué, la LICA fait passer un communiqué dans la presse pour rappeler en fait à tous les candidats finalement à l'exil, et donc un communiqué
qui s'adresse vraiment aux personnes qui sont alors en Europe orientale, leur dire attention, la France et le marché est tendu. Alors on est au début des années 30, c'est la Grande Dépression, enfin en tout cas les effets commencent à se faire largement sentir en France. Et donc il y a une invitation finalement à la prudence, on leur dit que vous n'allez pas forcément trouver votre bonheur en France. Le contexte, il est aussi le suivant. Le 21 décembre 1931, l'Assemblée nationale vote la loi de la protection de la main-d'œuvre nationale qui entre en vigueur, enfin qui est promulguée le 10 août 1932 et qui donne donc la possibilité de fixer des quotas en fait par profession. Pour l'historien Gérard Noiriel, on passe alors d'une immigration choisie à l'immigration jetable. Il ajoute sous les applaudissements de l'opinion publique, ce qui est une réalité. Il y a véritablement à cette époque-là une forte xénophobie teintée d'antisémitisme, le cas échéant. Voilà, donc on va trouver effectivement on va appeler à une discrimination judicieuse, ça ce sont les autorités françaises qui le disent, et la LICA finalement, c'est pas qu'elle relaie ce discours, mais c'est qu'elle appelle effectivement dans ces discours, on trouve très clairement une insistance sur le fait que l'arrivée en fait des exilés ne doit pas venir davantage compliquer la vie des Français qui est déjà assez compliquée. Voilà, je vais terminer parce que donc il fallait faire court, simplement en disant que c'est un petit peu comme aujourd'hui, l'important pour la LICA, c'est aussi d'articuler l'échelle internationale. Et à cette époque-là, c'est la Société des Nations, articuler le national et articuler le local. On a parlé avec les sections. Et au plan international, je dirais même au-delà de la SDN, c'est la période, si on devait retenir effectivement un grand événement, mais il y en a eu d'autres, c'est la conférence d'Évian, du 6 au 16 juillet 1938, à l'initiative de Franklin Delano Roosevelt, qui vise à essayer de régler la question des réfugiés à une grande échelle. Il y a 30 pays qui sont représentés. Et je vous la fais courte, on constate que les frontières sont fermées. En gros, c'est un constat d'échec. Voilà, il n'y a pas de solution pour les réfugiés. Les États véritablement se referment. Et s'il faut effectivement illustrer en fait cet échec par un événement, vous avez peut-être en tête cette aventure terrible du Saint-Louis, ce navire qui a été mis à flot en 1938 et qui, en mai 1939, quitte Hambourg, le port d'Hambourg, avec à son bord 963 passagers, enfin 963 Allemands juifs à destination de Cuba, doivent être débarqués à La Havane et en fait ils ne sont pas reçus à La Havane, le port se ferme devant eux et le bateau va errer de port en port et personne veut alors ça rappelle effectivement d'une actualité, je pense qu'on va aussi en parler, et puis finalement le bateau revient en Europe. Alors il ne revient pas à Hambourg, mais il arrive, il débarque à Anvers, je crois, et les réfugiés sont répartis entre la France, la Grande-Bretagne, la Hollande et la Belgique. Une phrase pour finir, et une phrase qui, je pense, qui peut nous inspirer, c'est celle de Léon Blum, président du Conseil par 2 fois, depuis l'avènement du Front populaire en 1936, et qui, alors qu'il vient de terminer son 2e mandat, est l'invité d'honneur en fait de la LICA. C'est le 9e congrès, on est le 26 novembre 1938. Il y a un long discours qu'on peut entendre d'ailleurs partiellement aux archives de l'INA. Et Léon Blum dit ceci en fait à l'intention des sociétés, notamment juives, parce qu'il y a toujours eu, vous savez, ce conflit entre les juifs, assimilés, et puis effectivement les immigrés, les mauvais juifs, les bons juifs. D'ailleurs, séparation qu'on retrouve parfois dans les discours même de Charles Maurras. Léon Blum, qui a la dent dure, comme beaucoup d'autres, sur ces juifs pusillanimes, et il lit ceci: il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on ait acquis la sécurité par la lâcheté, et cela ni pour les peuples, ni pour les groupements humains, ni pour les hommes. Voilà. Donc, ce sera un peu le mot de ma conclusion, cet éloge en fait de l'initiative, du courage, et puis finalement d'adosser l'action toujours à la morale, même si parfois on a l'impression que c'est en vain, ou qu'en tout cas c'est une goutte d'eau dans un océan de malheur, mais une invitation finalement à affronter la réalité, en tout cas le débat, pour sauvegarder l'humanité, celle des malheureux, évidemment, mais et celle aussi l'humanité de ceux qui, comme nous ici, et comme évidemment dans la société, se mobilisent pour que précisément l'humanité ne soit pas déshonorée. Voilà, je vous remercie.